En dehors des bienfaits généraux qu'elle procure à l'organisme, l'éducation physique doit avoir un but final pratique et utilitaire. Il est en effet indispensable que le sujet, une fois éduqué, soit prêt à affronter les difficultés matérielles de l'existence en utilisant adroitement et économiquement sa force musculaire et sa force de résistance. Domini disait « L'application de la force acquise est la partie essentielle et le couronnement de l'éducation ». L'éducation est incomplète si elle ne vise uniquement que l'exécution des mouvements éducatifs ou d'exercices de fantaisie sans utilité pratique. La méthode suédoise, comme nous l'avons vu, a un but nettement défini en tant que gymnastique éducative. Malheureusement, elle s'en tient à peu près là, elle ne vise pas le perfectionnement économique de la force. Quant au système qui se qualifie de méthode, poids léger, exerciceur, poids et haltères, etc., il ne s'occupe guère que du développement pur et simple de la musculature. Or, on peut couvrir de muscles un sujet sans pour cela le rendre souple, adroit, agile et courageux, ce qui le laisse d'une infériorité manifeste dans la vie. Il ne faut pas confondre le but avec les moyens d'y parvenir. C'est la qualité et non la quantité des muscles qui importe de rechercher. Dans la lutte pour la vie, il faut des hommes souples, adroits et débrouillards. Il est également nécessaire de savoir pratiquement où l'on veut en venir et d'avoir un objectif pour travailler avec goût. D'une façon générale, le but final vise l'augmentation de la valeur physique et son perfectionnement par la recherche des conditions économiques du travail musculaire. Pratiquement, il comporte les deux parties suivantes. En 1, l'accomplissement de performances minima dans un certain nombre d'épreuves variées telles que saut, course, lancer de poids, grimper, natation, etc. En 2, la connaissance plus ou moins complète des exercices de défense, lutte, boxe, escrime, etc. et l'habileté plus ou moins grande dans les exercices pratiques de sauvetage, vaincre le vertige, franchir un endroit dangereux, se rétablir, porter secours dans l'eau, etc. La constatation périodique des résultats est indispensable pour avoir des indications précises sur la valeur du travail accompli et sur l'efficacité de la méthode employée. Cette constatation s'effectue par comparaison. La différence de valeur des performances ou exercices accomplis à deux époques différentes donne pratiquement la valeur des résultats acquis. La première partie du but final ne comprend que des épreuves facilement mesurables. Ces différentes épreuves, une fois matérialisées et cotées à une échelle donnée, peuvent servir à la mesure de l'aptitude physique. Il suffit pour cela qu'elles soient au nombre suffisant pour faire intervenir ensemble ou séparément la force musculaire, l'adresse et la force de résistance. La deuxième partie du but final de l'éducation physique sert à donner une idée plus complète de la valeur physique générale et à différencier deux sujets d'aptitude physique égale. Les épreuves nécessaires à la détermination de la mesure de l'aptitude physique générale d'un sujet doivent au moins comprendre les exercices suivants. Des sauts donnant la mesure de l'agilité, de l'adresse et de la détente des membres inférieurs. Des courses de vitesse et de fond pour la résistance organique. Du grimper à la corde lisse pour la résistance musculaire de la partie supérieure du tronc, des bras et du ventre. Un lancer de poids pour l'adresse, la coordination des mouvements. Un lever de poids à deux mains pour la force musculaire générale et de la natation, un exercice complet par excellence. Plus le nombre d'épreuves est considérable, plus la mesure de la valeur de l'aptitude physique est précise. Pour matérialiser cette mesure, les performances de chaque épreuve sont cotées en points d'après une échelle établie de la façon suivante. Les performances correspondant au nombre de points 0 indiquent un minimum que tout adulte d'au moins 18 ans doit parvenir à atteindre pour être considéré comme débrouillé. Il est indispensable que la pratique des exercices d'application permette d'atteindre ce minimum le plus rapidement possible. Les performances correspondant au moins au nombre de points 3 caractérisent des sujets développés et entraînés d'une façon supérieure. Les performances correspondant au nombre de points 5 caractérisent des sujets ayant des aptitudes exceptionnelles ou spécialisés depuis longtemps dans la pratique des exercices physiques. Enfin, en continuant l'échelle indiquée, les performances valant de 12 à 15 correspondent à peu près au record établi par les sujets d'élite, c'est-à-dire qu'elles voisinent les limites de la puissance humaine. Pour suivre l'évolution d'un sujet, il suffit de créer sa fiche type composée de 12 épreuves. Pour que cela vous parle plus, je vais vous mettre en exemple le tableau des épreuves avec les notes correspondantes et ensuite une fiche type en exemple avec des épreuves réalisées le 1er janvier 1906, ensuite des épreuves réalisées le 15 juillet 1906 où on voit l'évolution du sujet. Lorsque le nombre total de points obtenus dans les 12 épreuves est inférieur à 0, cela indique une aptitude physique insuffisante. Un nombre total de points au moins égal à 0 indique un sujet débrouillé, dont l'aptitude est suffisante. Un nombre de points au moins égal à 30
et indice d'une aptitude supérieure. Enfin, un nombre de points au moins égal à 60 est l'indice d'une aptitude exceptionnelle ou aptitude d'athlète. Dans ce dernier cas, par contre, une condition de plus est nécessaire pour caractériser l'aptitude de l'athlète complet. Par définition, l'athlète complet excelle dans tous les exercices, c'est-à-dire qu'il possède au moins l'aptitude exceptionnelle dans chacune des épreuves classiques de la fiche type. Par conséquent, le nombre minimum de points 60 ne doit pas être atteint par l'accomplissement de quelques performances extraordinaires venant compenser d'autres performances très inférieures. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être parfait partout et ne pas savoir nager ou ne pas savoir sauter. Il faut qu'il soit complet dans tous les domaines de la fiche type. Ce système de mesure des résultats de l'aptitude physique rendrait le plus grand service s'ils étaient adoptés dans les diverses sociétés sportives, les sociétés de gymnastique, l'armée et les écoles en supposant des sujets d'au moins 18 ans d'âge. Pour des sujets en dessous de cet âge, il faudrait évidemment handicaper les performances d'après une échelle facile à déterminer. On aurait alors en France un procédé unique de mesure qui permettrait de connaître de suite la valeur des individus, de constater périodiquement leurs progrès et d'orienter convenablement l'instruction en voyant quels sont les points faibles dans les épreuves. Des performances minima seraient exigées pour entrer dans les carrières militaires et autres, où la valeur physique est nécessaire et où il faut de plus comprendre et savoir utiliser judicieusement la valeur physique des hommes que l'on dirige. Alors je me permets une petite aparté, ça existe ça maintenant, il faut des performances minima pour entrer chez les fusiliers marins, chez les marins-pompiers ou d'autres spécialités de la marine. Je vais vous joindre un tableau, je crois qu'il date de 2022, concernant les performances minima à accomplir pour rejoindre ces différentes spécialités. Le manque d'aptitude physique fait mal juger des choses et des hommes, et bien souvent il est la cause initiale de malheurs irréparables. Des performances minima seraient également exigées comme but final de l'instruction militaire et pour l'obtention d'un grade subalterne. Enfin, un pareil procédé adopté pour les concours de gymnastique ferait certainement diminuer le goût immodéré de certains gymnastes pour les barres fixes, trapèzes, anneaux, tremplins, etc. Car on parle d'éducation physique générale et non de spécialisation. La spécialisation n'est pas le but final de l'éducation. Tous ces agrès sont des instruments d'artistes, et qui dit artiste dit sujet d'élite méritant l'admiration. Or, il ne faut pas confondre l'art et l'éducation. De deux choses l'une. Ou les sociétés de gymnastes veulent faire de l'éducation, dans ce cas elles n'ont que faire d'un matériel coûteux et sans utilité pratique dans la vie courante, ou bien elles veulent faire de l'art, et alors elles ne doivent accepter dans leur sein que des sujets d'élite, car l'art ne souffre pas la médiocrité. À tout prendre, en fait d'art, il vaudrait mieux voir les gymnastes travailler l'acrobatie pure, dite de tapis, qui serait une gymnastique idéalement complète si elle n'était pas dangereuse, de préférence à la gymnastique d'agrès, car cet art a au moins pour lui un côté pratique. Il apprend comment on doit utiliser ses membres et son corps pour se réchapper en toutes circonstances, à tel point qu'on peut le définir ainsi. L'art est la science de tomber dans toutes les postures sans se faire mal. Le procédé de constatation des résultats qui consiste à faire des mensurations successives et des pesées régulières ne permet pas de se rendre compte des résultats acquis aussi visiblement que par le système des épreuves indiquées précédemment. Il reste entendu que tout ce que nous venons de dire au sujet de la mesure de l'aptitude physique ne se rapporte qu'au sujet normalement constitué. Nous n'avons en effet aucune compétence ni aucune qualité pour traiter des cas spéciaux qui relèvent de la gymnastique médicale.